La région de Carnac et des rives du Morbihan concentre une quantité de richesses sans équivalent dans l'histoire des cultures préhistoriques. Dès les fouilles du XIXe siècle, les archéologues ont retrouvé dans les plus grands tombeaux de la région un nombre extrêmement élevé d'objets rares et précieux, au premier rang desquels de grandes haches polies taillées dans une roche noble, la jadéite, une des formes les plus rares du jade. Ces objets sont souvent accompagnés de parures en varicite, une roche de la famille des turquoises. Longtemps, de nombreuses questions demeurent. D'où viennent ces objets? Quelle était leur signification pour les néolithiques? Que nous apprennent-ils sur les cultures qui se développent sur ces rivages il y a 6500 ans? Il faut attendre plus d'un siècle pour entrevoir enfin des réponses à ces questions. Dans les années 1990, l'archéologue Pierre Pétrequin s'attaque au premier de ces mystères. Il décide de retrouver l'origine du jade utilisé dans la fabrication des grandes haches issues des tumulus carnacéens. L'objectif est un véritable défi, car la jadéite est un minéral très rare, identifié seulement sur une dizaine de gisements à travers le monde, et aucun d'entre eux ne se trouve en Europe. Pourtant, Pierre Pétrequin et son épouse, l'archéologue Anne-Marie Pétrequin, ont la conviction qu'un gisement doit exister sur le continent européen, quelque part dans les Alpes. Les premiers archéologues et géologues croyaient que la jadéite n'existait qu'en Chine. Et c'est un géologue français d'Amour, dans les environs de 1881, qui a eu en main un échantillon récolté par un alpiniste de l'époque, qu'il a déterminé comme jadéite, et à cette époque-là déjà, disait peut-être est-ce là qu'il y a l'origine de cette roche magnifique qui a été exploitée par les néolithiques au 5e ou à la fin du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Nous avons commencé à prospecter les Alpes. Pendant 8 ans, nous n'avons rien trouvé. Vallée par vallée, ça représente quelques centaines de kilomètres de prospection. Et un beau jour, nous avons trouvé pour la première fois la fonte des neiges un tout petit éclat. Et c'est là que ça a commencé. À 2400 mètres d'altitude, au pied du mont Viso, les Pétrequins découvrent bientôt un gisement de jadéite exploité par les néolithiques à partir de la fin du 6e millénaire. Voilà, comme ça fait un beau vert. Les gens, à cette époque-là, pour trouver ce genre de minéral, nécessairement connaissaient très bien la montagne et allaient exploiter de la roche en place pour faire des haches dont la plus grande, connue actuellement au bord du golfe du Morbihan, mesure 46 cm,5 cm. La comparaison des échantillons rapportés de ce sommet avec les roches retrouvées sur les rives du Morbihan montre qu'il s'agit bien du même minéral. Pendant les années qui suivent, des milliers d'objets sont analysés. Les Pétrequins découvrent des jadéites provenant du mont Viso, non seulement dans le Morbihan, mais aux 4 coins de l'Europe. Un peu plus de 2000 objets ont atteint l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Europe centrale, traçant des routes jusqu'au Danemark, au sud de l'Italie et au rivage de la Bulgarie actuelle. Personne ne soupçonnait que les échanges au 5e millénaire, pendant le néolithique moyen, avaient pu atteindre 1800 ou 2000 km à vol d'oiseau, depuis la source de matières premières jusqu'aux utilisateurs les plus lointains, soit sur l'Atlantique, soit sur les côtes occidentales de la mer Noire. À plus de 1000 km du mont Viso, la péninsule armoricaine capte une grande quantité de ces jades alpins durant la première moitié du 5e millénaire, avec 200 haches et une dizaine d'anneaux, soit 10% des objets en circulation à travers toute l'Europe. Les 3 grands tumulus de Carnac, Arzon et Locmariaquer en contenaient un nombre élevé. La hache découverte dans le Manérouek est la plus grande connue. Sa pointe était posée sur le bord d'un anneau, en jade également, formant un couple d'objets sans équivalent. Une stèle gravée à l'entrée du tombeau rappelait cette mystérieuse association de la hache et de l'anneau. La signification exacte de ces signes dans l'imaginaire des néolithiques reste pour toujours hors d'atteinte. Mais l'origine lointaine des jades leur confère une forte valeur symbolique. L'extraction de la roche en haute montagne, fréquentée par des bêtes fabuleuses, les kilomètres parcourus et les propriétés exceptionnelles de la jadéite, plus tenace que le diamant,
quasiment indestructible, nimbe ces objets d'une aura de magie. Ça n'est pas une roche, c'est un organisme vivant, une pierre de lune qu'on va chercher dans les montagnes, proche du ciel, et c'est un cadeau des dieux. Pour Pierre Pétrequin, qui a répertorié l'ensemble des objets, l'étonnement vient surtout du fait que la majorité des haches en roche alpine ne se trouvent pas à l'intérieur des tombeaux, mais dans des contextes bien différents. 98% d'entre elles sont des découvertes fortuites hors contexte archéologique. Et c'est pour ça que les archéologues ne se sont pas passionnés pour ce problème. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une pièce qu'on n'arrive pas à dater par elle-même et qui est trouvée hors contexte ? Et nous sommes partis de l'idée que le fait qu'elle soit hors contexte, rarement dans les sépultures, jamais dans les habitats, jamais sur les fronts de défrichement ou dans les champs, c'était un contexte, c'était une signification sociale. Une découverte inattendue, réalisée par 2 touristes britanniques sur la presqu'île de Quiberon, vient opportunément conforter cette hypothèse. Profitant d'une forte marée d'équinoxe pour pêcher à pied sur l'estran, ils tombent sur 4 grandes haches en jade alpin, plantées dans la vase, dans l'anse du Petit Rohu. Immédiatement, ils avertissent les équipes du musée de préhistoire de Carnac. C'est un moment émouvant de l'histoire récente de la recherche. La première fois qu'on en découvre depuis plus d'un siècle, exactement telles qu'elles ont été déposées il y a 6500 ans. Plantées, tranchant vers le ciel, par couple. Et les observations, développées ensuite par les équipes du CNRS qui sont venues pour expertiser le site, ont montré que ce dépôt était associé à un ouvrage de stèle, juste à proximité, et probablement en association avec le grand champ de menhir de Carbonnier qui se trouve juste à côté. Donc effectivement se pose toute une série de questionnements justement sur ces enfouissements verticalisés de lames de hache qui peuvent évoquer la verticalisation des stèles qui leur sont associées ou qui sont à proximité, mais ce sont clairement des objets de surnature. Sur les découvertes dont on connaît la provenance exacte, on s'aperçoit qu'à proximité, il y a toujours un rocher remarquable, une cascade, un étang, une fissure, un bloc qui a été dressé, et que c'est lié à des points particuliers du paysage qui correspondent à une forme de géographie du sacré. Ces lames, donc dans la première moitié du 5e millénaire, ont été déposées dans un marais. Ce sont des dépôts rituels dans la nature. Ce sont des lames de hache qui n'ont jamais servi à couper un arbre. Ce sont des objets, effectivement, qui ont une très forte charge symbolique, voire magique. Ce n'est plus une roche transformée en lame de hache, c'est autre chose. Si l'on regarde le rôle parmi les signes de la mythologie de Carnac, autour du golfe du Morbihan, on s'aperçoit qu'elles ont été réinterprétées comme objets quasiment à valeur religieuse. Elles ont été offertes à des puissances surnaturelles qui font tourner le monde. Ces découvertes sur la symbolique des haches en roche alpine dans l'imaginaire des néolithiques a aussi permis aux archéologues de décrypter certaines gravures qui ornent plusieurs grands dolmens construits au 4e millénaire dans la région, comme celui de Gavrinis, situé sur l'île du même nom à l'entrée du golfe. Depuis plusieurs années, Serge Cassen, spécialiste de l'art pariétal, cherche à comprendre ce monument fascinant, célèbre pour la profusion de ses gravures. Dans la chambre funéraire, les haches représentées par paires retiennent particulièrement son attention. Nous avons ici ce motif de hache polie avec un talon pointu et un tranchant étroit mais légèrement évasé. Alors ça c'est exactement l'objet vrai que l'on retrouve dans les tombeaux de Tumiac, Saint-Michel ou Manérouec et en règle générale en roche alpine. En proportion, elles sont d'ailleurs très similaires aux objets que l'on trouve dans ces tombeaux. On est vraiment proche du type Saint-Michel par exemple qui a été défini par Pierre Pétrequin et le programme JADE. Le fait qu'elles soient par couple, c'est également un fait que l'on retrouve dans la réalité, dans certains dépôts, sous la mer par exemple, comme celui du Petit Rohu. Les 2 couples étaient plantés côte à côte, tranchant au ciel, et donc le talon planté dans le sédiment sous la mer. Les dessins sur les stèles carnacéennes sont toujours des représentations de haches dont la forme est typique des haches en jade venant des Alpes. Donc là, nous sommes très exactement dans un domaine religieux où on offre, on figure, on manipule des symboles qui sont faits pour être échangés, mais aussi pour être dédiés ou sacrifiés dans des coins particuliers du paysage. C'est sur la presqu'île de Ruisse, précisément,
que se trouve la plus importante concentration de haches en jade en Europe. Non loin de la ville d'Arzon, le dépôt de Bernon comptait notamment 10 grandes haches en jade alpin. Quant au tumulus de Tumiac, il contenait un véritable trésor auquel se mêlent des parures en varicite. Les archéologues ont pu déterminer que ces perles de la famille des turquoises, dont les néolithiques ont tiré de magnifiques parures, provenaient de la péninsule ibérique. Une voie maritime se fait jour entre les deux Finistères européens. On pense que ce nord-ouest de l'Espagne et la Bretagne ont pu être en contact direct plus que par cabotage. Il faut très probablement penser ces sociétés néolithiques, notamment sur le littoral armoricain, comme des sociétés qui connaissaient la fabrication des bateaux pour aller en haute mer. Et donc l'idée qu'il y ait pu y avoir des voyages à longue distance dès ce 5e millénaire est tout à fait envisageable. Qui maîtrise des voies maritimes, des voies de déplacement, acquiert énormément de pouvoir. Ça, on le sait dans l'histoire après, c'est un des grands classiques de l'économie et de la politique. Nul ne peut dire avec certitude quel fut véritablement le contenu de ces échanges entre les cultures néolithiques qui adoptèrent ces valeurs communes pendant des siècles. Mais les découvertes récentes sur le jade et la varicite, objets sacrés issus d'échanges à grande distance, ont permis de valider l'hypothèse d'une société dominée par des rois puissants. Ces objets ont bien une fonction religieuse, comme le démontrent les formes de découverte dans les points particuliers du paysage. Leur figuration sur les stèles carnacéennes, ça veut dire qu'on enterre quelques personnalités dans les tumulus carnacéens qui sont hors du commun, qui seuls sont habilités à manipuler ces objets religieux, qui en font l'expression de leur pouvoir et qui étaient considérés comme des rois dieux et qui se faisaient enterrer avec les symboles de leur pouvoir.